Élection municipale. Donc les Val-de-Marnais regardent la carte post-municipale. Nous allons nous éloigner un petit peu du Val-de-Marne, même s'il y a... Il faut toujours passer par le Val-de-Marne. Voilà, c'est ça. Là, c'est instructif, c'est ce qui nous rassemble. Bon. Donc, je propose que nous démarrions la nouvelle audition. Donc, on a le plaisir d'accueillir Sarah Mohamed Gaillard, qui a fait un excellent ouvrage qui s'appelle Géopolitique de l'Océanie, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Si vous me permettez, donc on va d'abord passer la parole à la présidente de la délégation, Micheline Jacques, qui est aujourd'hui chez elle. Et puis ensuite, on vous proposera d'intervenir un élément préalable avec les questions que vous avez déjà reçues. Puis avec mes collègues, on vous interrogera. Je vous remercie. Présidente, je te laisse la parole. On ne t'entend pas. Alors, remets ton micro. Merci, cher Rachid Temal. Nous poursuivons nos travaux sur l'intégration et la coopération régionale dans le bassin Pacifique avec l'audition de Madame Sarah Mohamed Gaillard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'INALCO et auteure d'un ouvrage récent sur la géopolitique de l'Océanie, une région dont les dynamiques restent encore trop méconnues. Madame, nous vous remercions vivement d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de partager avec nous votre expertise sur un espace qui concentre aujourd'hui des enjeux majeurs pour la France et ses collectivités d'outre-mer. Le Pacifique est en effet devenu un théâtre stratégique central, marqué par des rivalités croissantes entre les grandes puissances, des défis environnementaux sans précédent et des transformations géopolitiques rapides. Votre approche, qui replace les États insulaires océaniens au cœur de l'analyse, éclaire une dimension souvent sous-estimée, celle de leur rôle actif dans les équilibres régionaux, voire internationaux. Notre délégation s'interroge particulièrement sur deux axes. L'intégration de nos territoires ultramarins dans cet espace complexe où la France doit concilier souveraineté, coopération régionale et respect des aspirations locales. La stratégie française face aux ambitions chinoises, américaines notamment, ainsi qu'aux défis posés par la gestion des ressources marines, la montée des tensions géopolitiques et les attentes des populations insulaires. Je vous rappelle que pour ce rapport, et je remercie notre collègue Rachid Temal qui a accepté d'être le co-rapporteur en présence de M. Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, mais qui s'excuse, qui était pris par d'autres obligations, et Mme Solange Nadi, sénatrice de la Guadeloupe, qui est actuellement en mission à Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans le cadre de la Commission des affaires sociales. Et je salue notre rapporteur coordonnateur, Christian Comban, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Donc, je les remercie vraiment très chaleureusement pour leur implication. Comme convenu, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider les échanges. Donc, je laisserai nos rapporteurs et mes collègues présents vous questionner après un exposé liminaire de votre part. Donc, je vais sans plus attendre repasser la parole à Rachid Temal qui a accepté aussi de présider à ma place l'audition de ce jour. Merci, présidente. Donc, je propose de passer, Madame Mohamed Gaillard, tout de suite la parole. Vous avez reçu un questionnaire. On propose de faire un propos une dizaine de minutes ou un peu plus si vous avez. Et puis après, les collègues pourront vous interroger. Encore une fois, en vous remerciant pour votre venue. Merci. Est-ce que c'est le bon bouton? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Je vais vous partager la perspective qui est la mienne, qui est celle d'une historienne qui observe depuis maintenant près de 25 ans la politique de la France en Océanie. Donc, je travaille en histoire politique, en histoire des relations internationales. Je préfère vous le préciser d'emblée parce qu'il y a certaines questions du questionnaire justement qui sont d'ordre assez économique et je suis sans doute pas la mieux placée pour y répondre. Il y a un certain nombre de collègues qui, en France hexagonale comme dans les Outre-mer du Pacifique, travaillent sur ces sujets-là. J'ai pris la liberté dans cette prise de parole de m'écarter un petit peu du questionnaire pour transmettre 2 ou 3 idées qui me semblent importantes.
Il me semble que dans ces outre-mer en général, comme dans le cas spécifique des collectivités du Pacifique, la France se trouve devant un défi complexe qui lui demande de transformer sa relation aux territoires ultramarins, dont elle vante le potentiel géopolitique dans un contexte en même temps budgétaire qui est extrêmement contraint, et sur fond d'enjeux de souveraineté qui sont de très grande actualité. Souveraineté concernant les territoires français, mais aussi l'avenir des États insulaires du Pacifique. La révolution copernicienne, que plusieurs rapports parlementaires ont appelée de leur vœu, impose de considérer les Outre-mer et leur environnement depuis leur point de vue et leurs intérêts propres. Placer concrètement et réellement les Outre-mer au cœur des stratégies nationales passe notamment par le discours et par des pratiques qui soient alignées sur ces discours. C'est pour cela que je voudrais d'abord rappeler l'importance du langage employé pour évoquer la dimension stratégique des collectivités françaises du Pacifique. Les expressions de poste avancé, de porte-avions pour la Nouvelle-Calédonie, de vitrine ou de relais de la France peuvent être utilisées pour marquer l'importance du rôle des Outre-mer dans la stratégie Indo-Pacifique notamment. Toutefois, ces termes ont quand même une résonance qui peut être assez utilitariste et voire avoir quelques relents impériaux. Et donc, ils ne résonnent pas de façon anodine dans des territoires souvent minorés par les discours et les débats politiques nationaux. Ce sont en outre des territoires marqués par la colonisation, dans lesquels la colonialité du pouvoir, et j'entends par là donc la continuité entre le passé colonial et les formes actuelles du pouvoir, demeure un sujet politique et social de très grande actualité. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de limiter la compréhension des enjeux contemporains de ces archipels à leur histoire coloniale et au legs de celle-ci, mais la compréhension des rapports de force qui les traversent, que ce soit des rapports de force économiques, politiques ou sociaux, voire communautaires, impose de les considérer tant les relations à l'État demeurent centrales dans les jeux politiques locaux. Il demeure également central dans la réception des politiques publiques que la France développe. Le langage est politique, c'est évidemment une évidence, mais à mon sens, ne faut en rien oublier Outre-mer, de même qu'il ne faut pas oublier la singularité que représente chacun de ces territoires. On peut les considérer comme étant le territoire national, mais à mon sens, ils sont aussi plus que cela. Ils ont une valeur ajoutée, des singularités historiques et sociales à ne pas sous-estimer. Une idée qui me paraît importante et qui est en fait une idée sur laquelle je travaille depuis longtemps, c'est en fait la dimension diplomatique de la politique intérieure que la France développe dans ses collectivités du Pacifique. L'histoire en témoigne de cette articulation. Les séquences de tensions entre l'État et une ou plusieurs de ces collectivités écornent inévitablement l'image de la France dans la région et amoindrissent les effets de sa politique étrangère. On peut rappeler par exemple les contestations suscitées par le Centre d'expérimentation du Pacifique et plus récemment la situation politique intérieure de la Nouvelle-Calédonie qui manifeste encore l'impact diplomatique en termes de politique étrangère de ce qui se passe en interne au sein de l'archipel et surtout dans la façon dont la France se positionne. Donc le retentissement de la politique intérieure sur la politique étrangère constitue un sujet d'autant plus sensible pour la France qu'elle appuie sa stratégie indo-pacifique sur ses collectivités. Ces emboîtements d'échelle et d'intérêts imposent incontestablement de penser la place et le rôle du local dans la stratégie globale de la France. À rebours de ce qui a été fait lors de l'annonce de l'Indo-Pacifique en 2018, et comme plusieurs rapports parlementaires l'ont d'ailleurs signalé, il me paraît indispensable de penser l'Indo-Pacifique depuis les collectivités et en co-construction avec des territoires qui doivent être considérés comme des acteurs et des partenaires, pas des acteurs passifs mais actifs, des partenaires et non pas comme de simples vitrines ou projections de la France outre-mer. En même temps, l'articulation d'une Indo-Pacifique avec les Outre-mer contraint en quelque sorte la politique intérieure que la France peut mener dans ces territoires. Évidemment, la reformulation de l'Indo-Pacifique en 2025 s'est faite, a tenu compte quand même d'une plus grande articulation avec les Outre-mer, mais dans le Pacifique, cette reformulation se fait dans le cas particulier des tensions de la Nouvelle-Calédonie et puis d'un gouvernement de la Polynésie française qui est indépendantiste et qui développe, d'ailleurs pas nécessairement liée à sa couleur politique, mais qui développe une stratégie assez active pour
pour promouvoir sur la scène régionale et internationale les intérêts propres de cet archipel. J'ajouterai aussi que dans les entretiens que j'ai pu mener avec des préfets ayant été en poste, notamment en Nouvelle-Calédonie, la plupart ont souligné la caractéristique de leur fonction outre-mer, celle d'une représentation diplomatique, et évidemment une représentation diplomatique qu'ils n'ont pas assumée quand ils se trouvent dans un département de l'Hexagone. Cette spécificité impose davantage de fluidité entre les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Outre-mer. Et je précise que cette concertation ministérielle est une question récurrente dans les archives. Depuis au moins le début des années 80, il y a régulièrement de grandes réunions où il y a une volonté d'articuler davantage l'action des hauts commissariats dans chacun des territoires. Également d'articuler leur action avec les ambassades de France dans la région, et puis de mieux articuler autorités politiques, on va dire, et autorités militaires. Et il faut bien reconnaître que ce besoin de concertation renforcée, il intervient souvent en réaction à une situation plutôt que comme un instrument proactif pour définir une ligne d'action commune. Quand il y a une situation difficile, il y a une demande davantage de concertation, de plus grande fluidité, et ça intervient une fois que les difficultés ont surgi. Et on gagnerait peut-être à travailler davantage en amont. Le rôle diplomatique des collectivités du Pacifique impose aussi de poursuivre la réflexion sur la notion de souveraineté, y compris dans le cas de territoires qui jouissent, pour certains d'entre eux, d'un fort niveau d'autonomie, y compris dans leur relation à leur environnement régional. C'est donc là encore revenir à une question de politique intérieure. Cela a également pour corollaire de penser les réflexes jacobins de la France, et ça pose plus largement la question de confiance que la France accorde à ces collectivités. Pour finir, je souhaiterais ajouter 2 éléments. Il me semble tout d'abord indispensable de ne pas restreindre le regard porté sur ces collectivités aux intérêts nationaux et stratégiques de la France, que ce soit l'Indo-Pacifique ou autre. L'histoire, là aussi, l'a montré. À chaque fois que le débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie lui échappe, soit parce qu'elle devient un sujet de clivage de la politique politicienne, des débats politiques métropolitains, ou bien parce que sa dimension stratégique prévaut sur les enjeux locaux, la situation intérieure de l'archipel en pâtit au détriment de ses populations et alimente également un ressentiment. L'autre élément tient à l'indispensable écoute et compréhension des manières de faire de la politique et de la diplomatie en Océanie. Je citerai par exemple la primauté du dialogue et du consensus, ou encore la nécessaire adéquation entre les discours et les actions engagées. Ce sont des points de vigilance qui s'imposent à l'ensemble des puissances historiquement investies dans la région, si elles souhaitent être audibles et soutenues par des États et des territoires insulaires dont le vis-à-vis diplomatique se diversifie, et ils ont donc davantage de partenaires avec lesquels traiter. La France me semble particulièrement attendue sur ce point de la part des États insulaires comme de ses partenaires dans la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande notamment. Vous l'aurez compris, je considère que les collectivités françaises du Pacifique, à l'image de l'ensemble des Outre-mer, ne peuvent pas être des considérations lointaines ou marginales des stratégies nationales, qui gagneraient à être co-construites et investies localement, tout en répondant à des défis qui sont propres aux territoires et aux sociétés ultramarines. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais peut-être passer la parole à la présidente si tu as une question, Micheline, ou des questions d'ailleurs. Non, merci c'était vraiment très, très éclairant et cela va un peu dans le doigt fil de ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vais laisser Rachid Temal poursuivre. Merci. Est-ce que, mes chers collègues, quelqu'un a une question? Akli? Alors moi, attends. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. Non, oui, voilà. Donc, je vais commencer, puis ça lancera. Vous évoquez à juste titre le rôle des collectivités territoriales du Pacifique, qui jouent à la fois un rôle de collectivité classique, on va dire, française, mais en même temps d'image, de lien, de diplomatie de la France dans cette zone-là. Et ma première question, c'est pensez-vous que comment on peut plus les associer? Si je prends la stratégie Indo-Pacifique, on a fait des rapports effectivement entre la première et la deuxième, mais il n'y a pas, par exemple, comme on le ferait, je reprenais l'exemple tout à l'heure, dans n'importe quelle collectivité française,
on n'a pas demandé, on les a ni associés, ni votés, par exemple, sur un document. Est-ce que ça, c'est une première chose, une piste? La deuxième chose, c'est comment, et vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage d'ailleurs, sur le rapport à la mer, et il faut changer notre vision de voie, mais surtout comment la France pourrait avancer sur la logique qui est, on a un peu de mal, c'est à la fois le processus de décolonisation sur lequel on s'est engagé, mais cette volonté d'avoir aussi cette présence. On a le sentiment qu'il y a toujours cet équilibre-là qui nous est posé. Et puis mon troisième question à ce stade, c'est, et là c'est symbolique, mais qui dit beaucoup, est-ce qu'en 2026, avoir des hauts commissaires, ça aurait un sens dans un pays qui se veut, on va dire, porteur de valeurs? Et puis une quatrième question, est-ce qu'on pense que, par exemple, le concept plutôt de puissance d'équilibre ou de puissance de solution, je ne sais pas quoi, serait pas plutôt une puissance de développement des souverainetés? Parce que je crois qu'il y a besoin pour un certain nombre de ces États-là d'être beaucoup plus forts dans leur souveraineté, notamment dans le choc sino-américain. Et donc voilà, comment tout ça peut s'articuler? Voilà mes premières questions, si on est d'accord. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais peut-être commencer par la dernière, cette notion de puissance d'équilibre et développement de souveraineté, parce qu'au risque de répéter ce que je viens de dire, je suis intimement persuadée que l'action de la France en Océanie, et notamment la façon dont les actions de la France peuvent être perçues par les États insulaires, dépend très largement quand même de la situation intérieure des collectivités françaises. C'est-à-dire qu'on a eu une période extrêmement difficile des essais nucléaires, de la gestion de la revendication d'indépendance kanak, qui étaient vraiment deux éléments qui ont plombé l'action de la France, l'action diplomatique de la France en Océanie. C'est-à-dire que très clairement, pour les États insulaires, ces deux dossiers étaient des signes du caractère colonial de la France. À partir du moment où la France a annoncé la fermeture du centre d'expérimentation du Pacifique et où une situation de dialogue et d'apaisement en Nouvelle-Calédonie a été ouverte à partir des accords de Matignon, la France est devenue une puissance relativement acceptée, voire recherchée dans la zone, par les États insulaires, mais aussi, et peut-être surtout, par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Simplement, le fait que la situation soit extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie, pour ne pas dire autre chose, ça relance en fait cette image d'une France qui n'est pas dans le Pacifique, qui n'est pas du Pacifique, mais qui est dans le Pacifique. C'est une distinction qui a été faite par une ancienne consul australienne en Nouvelle-Calédonie, Denise Sucher, et je crois vraiment que cette distinction entre est-ce qu'on est dans le Pacifique, est-ce qu'on est du Pacifique est vraiment importante. Les collectivités françaises d'Océanie sont du Pacifique et elles pourraient permettre à la France d'océaniser sa diplomatie, sa présence sécuritaire, stratégique dans la zone. Mais à la condition, me semble-t-il vraiment, qu'elle se comporte comme une nation résidente de la zone, respectueuse des valeurs océaniennes. Alors, c'est évidemment un point de vue, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu relativement peu de coups d'éclat des États insulaires au regard des événements de la Nouvelle-Calédonie d'il y a 2 ans que le sujet n'est pas une question d'actualité pour eux. Le forum des îles du Pacifique qui se réunit chaque année, il pointe quand même la question de la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas forcément des motions qui sont vindicatives, mais ça montre que le sujet reste pour eux un point d'attention. Donc, il me semble que tant que les relations ne s'apaisent pas au sein de la Nouvelle-Calédonie, comme entre la Nouvelle-Calédonie et la France, et on pourrait transposer la situation à la Polynésie s'il y avait des difficultés de ce type-là en Polynésie, ça fait apparaître la France comme extérieure à la zone et comme ayant une politique finalement très verticale dans laquelle elle cherche à s'imposer. Et on revient à des réflexes de souveraineté qui est de dire que, pour reprendre des éléments de langage qui ont pu être ceux des États insulaires d'Océanie dans les années 70 et 80,
l'État, la souveraineté française, le territoire national français, il est en Europe et pas outre-mer. Ces questions sont quand même un peu moins vives, ces revendications d'indépendance ou territoire. Enfin, il y a un entre-deux, il y a un certain nombre d'États, de territoires dans le Pacifique qui sont des États associés. Mais voilà, la question de la souveraineté, elle me semble quand même primordiale en Océanie, notamment pour les États insulaires, que l'on qualifie trop souvent de petits États, en imaginant qu'ils manquent de force diplomatique, politique et économique. Et effectivement, ils ont toute une série de vulnérabilités avec lesquelles il leur faut composer. Mais ils arrivent quand même très bien aussi à imposer certains narratifs, certains défis qu'ils veulent défendre. Et ces États, dans un panorama international qui se diversifie, poussent finalement leur souveraineté à travers leur politique étrangère. En ayant une diplomatie qui ne soit pas nécessairement alignée sur les Occidentaux ou sur la Chine, en poussant un narratif qui leur est propre, celui de Pacifique bleu, ils prouvent, dans un contexte postcolonial qui est vraiment pas à négliger dans la région, que la politique étrangère peut être une façon de s'autonomiser, de s'affirmer, et de ne pas simplement être dans une attitude suiviste à l'égard des puissances occidentales ou de la Chine. Évidemment, on peut discuter de la réalité de ce positionnement, de la capacité à tenir sur le long terme un positionnement qui est celui-ci. Mais en tout cas, la notion de souveraineté, elle est extrêmement forte dans les États insulaires comme dans les collectivités. Et voilà, ça questionne la France, nécessairement, quand la situation est tendue dans l'un des territoires. En ce qui concerne votre question sur les hauts commissaires, je dois dire que je ne sais pas très bien. Je pense qu'effectivement, qu'il y a un préfet, ça semble tout à fait logique. En revanche, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait une représentation du Quai d'Orsay sur place, des conseillers. Voilà, je crois que ça a déjà été proposé pour d'autres bassins. À partir du moment où il y a un rôle de représentation et les États, ces collectivités font de la France un État frontalier d'un nombre important d'États insulaires, il me semblerait tout à fait normal qu'il y ait une concertation qui ne se fasse pas uniquement en passant par Paris, mais que Paris délocalise un petit peu sur place. La ligne de crête, effectivement, entre le processus de décolonisation et la volonté de maintenir une présence, c'est compliqué parce que ça impose de reconnaître une souveraineté locale tout en se maintenant soi-même. Mais finalement, il y a sans doute des biais possibles. On peut reconnaître... il y a un certain nombre d'États, là aussi, insulaires, qui sont maîtres de leur destinée, mais qui, pour autant, pour leur politique étrangère ou pour leur sécurité, restent liés à une grande puissance, mais ça doit venir de ces territoires et non pas l'inverse. On l'a vu, il y a un traité actuellement entre l'Australie et Tuvalu, et il y a certaines clauses de ce traité qui permettent aux gens de Tuvalu de s'installer régulièrement en Australie, puisque l'archipel est quand même dans une situation écologique vraiment dramatique, mais en échange, Tuvalu doit aligner sa politique étrangère sur l'Australie. Et ça a fait grincer beaucoup de dents en Océanie, parce que justement, c'est une atteinte à la souveraineté via la politique étrangère de Tuvalu. Donc il y a sans doute des choses à inventer, et je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais peut-être faire de ces collectivités des partenaires actifs de la présence de la France plutôt que des réceptacles pourrait être une piste. Alors d'abord, il y avait Akli Miouli, puis après le président Cambon. Akli. Vous avez un peu abordé quand vous avez parlé de comment on les implique, de coopération. Comment vous décrivez-vous aujourd'hui le cadre de coopération régionale, justement? Quelles sont les limites? Quels sont les atouts? Comment vous le décrirez-vous aujourd'hui, le cadre régional de coopération sur ces territoires? Puisque vous parlez d'intégration régionale. Alors, je ne suis pas complètement d'accord forcément avec le terme d'intégration régionale. Je parlerais plutôt de coopération, qui est quand même moins ambitieux et peut-être plus proche de la réalité.
On peut sans doute parler d'intégration lorsqu'on parle de la place de ces collectivités à la CPS, dans le PROE, et puis dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française au sein du Forum des îles du Pacifique. Il y a des efforts de coopération qui sont évidemment développés depuis une trentaine d'années. Mais ces résultats restent quand même assez limités et fragiles. C'est une coopération politique, essentiellement. Il y a des efforts de coopération économique, mais dans les collectivités, on a essentiellement des PME. Et puis, tout ça dépend aussi, finalement, de trois acteurs. Ça relève de la volonté des acteurs locaux. Et donc, selon... finalement, qui dirige le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, il peut y avoir des perspectives différentes. Ça dépend aussi de l'impulsion que permet Paris. Et puis, ça dépend aussi de la réception que les États insulaires réservent à ces initiatives. Si on fait tous les efforts du monde, tous les efforts diplomatiques du monde, mais que les États insulaires ne comprennent pas l'enjeu de la France en poussant la participation des collectivités à l'organisation régionale, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il me semble qu'il existe quand même un potentiel de coopération régionale qui reste encore, qui est important, enfin, on est au début du processus, même si, évidemment, une fois encore, il y a eu des améliorations vraiment très probantes depuis 20 à 30 ans. Mais ça me semble encore relativement fragile. Un autre élément est que finalement, quand on a la Nouvelle-Calédonie, les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique, on prend le risque que ces gouvernements développent des lignes, des discours qui ne soient pas complètement alignés sur le discours du Quai d'Orsay. Et c'est sans doute parfois difficile ou compliqué pour les autorités françaises à gérer, mais je pense que là, leur réaction est vraiment importante parce que si dans les éléments de langage ou dans les réactions de la France, les États insulaires ont le sentiment que les collectivités se font taper sur les doigts, ça démolit les efforts de souveraineté, disons que ça démolit les efforts produits par la France pour permettre à ces collectivités d'exprimer davantage leur propre parole, leur propre voix au sein de cette instance régionale. Donc là aussi, le fait que parfois la France peut siéger, les collectivités puissent le faire, et qu'il n'y a pas nécessairement un discours complètement aligné, peut être une source de tension. Mais je ne sais pas là comment très bien l'exprimer, mais il me semble que la source de tension, elle relève plus de la réaction de la France à cette source de tension possible que du fait que la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie puisse à un moment donné défendre une ligne qui ne soit pas celle du Quai d'Orsay. Je ne sais pas si j'ai été c'est très clair, merci. Christian Cambon. Je reviens sur 2 ou 3 éléments que vous avez évoqués. D'abord, moi j'adhère tout à fait, et nous adhérons tous ici à la délégation, à l'idée selon laquelle il conviendrait de donner plus d'autonomie à une diplomatie de l'outre-mer par des femmes et des hommes de l'outre-mer. Nous avions tout à l'heure l'ambassadrice, mais c'est du reste un signe, elle habite à Paris, donc c'est un élément. Et nous pensons ici que, puisqu'on a une vue un peu globale de l'ensemble des Outre-mer, chaque Outre-mer a une situation tout à fait particulière. Et la diplomatie de la Guyane avec ses pays voisins n'a rien à voir avec la dimension tout à fait particulière que vous venez d'évoquer sur la Nouvelle-Calédonie. Je reviens sur cette région parce que, effectivement, ces petits États qui entourent la Nouvelle-Calédonie, qui sont dans cette région, ont effectivement un fort sentiment de souveraineté. Ceci posé, est-ce qu'il n'y a pas là, dans la recherche d'une diplomatie régionale, mise en œuvre du reste par des Néo-Calédoniens, la volonté de se fédérer face à un voisin qui est quand même très envahissant, qui s'appelle la Chine, parce que c'est quand même de ça aussi dont il convient de parler. On sait ce qui s'est passé au Salomon, on sait ce qui se passe à Fidji, et comme ça dans un certain nombre de micro-États. Il faut dire que la puissance que la Chine est en mesure de mettre en œuvre pour le développement de ces îles
fait comprendre que les autorités locales ne peuvent pas longtemps résister si on leur propose effectivement de les sortir des difficultés qui sont les leurs. Et moi, je continue à penser que autour de la France, j'allais dire nouvelle formule, on pourrait fédérer en quelque sorte ces efforts, faute de quoi, effectivement, la puissance chinoise, qui considère depuis longtemps être un petit peu maître de toute cette région du monde, pourrait agir. Par ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que la difficulté qui est la nôtre, c'est que la Nouvelle-Calédonie porte un élément tout à fait unique, c'est la juxtaposition de deux communautés, ce qui n'existe pas ailleurs. Bon, l'histoire qu'on ne va pas raconter ici entre Kanak et Caldoche est aussi vieille que la colonisation, et c'est d'autant plus difficile à résoudre que je crois que les Européens représentent environ 25%, c'est-à-dire le quart de la population, ce qui crée un déséquilibre numérique évident, mais c'est eux qui tiennent une bonne part de l'administration, du pouvoir économique, etc. Et par ailleurs, ces deux communautés, disons-le quand même, et ça a été souvent le cas dans l'outre-mer, quand il y a des problèmes, ils viennent aussi se tourner vers Paris, ce qui est assez compréhensible. Mais enfin, les accords de Bougival, c'est pas les accords de Nouméa, vous voyez, c'est ici que ça se règle. Et quand il y a des difficultés, la crise du nickel, on dit à Paris, quel est votre projet pour régler ce problème-là qui est vital pour l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, comment peut-on sortir de cette difficulté de perception dans l'environnement géopolitique, à la fois d'une présence française forte, on est aussi quand même là pour défendre, tant que nous en avons le droit et la possibilité, la présence française dans cette région, et comment faire en sorte de mieux unifier tous ces petits territoires qui mériteraient d'unir leurs efforts avec des coopérations. Moi, j'ai vu par exemple la coopération qui existe entre l'île de la Réunion et Madagascar. C'est des pays qui sont assez différents, somme toute, mais il y a beaucoup de projets qui se mènent entre ces deux territoires parce que ça s'est fait sur des bases d'autonomie réciproque, de souveraineté réciproque. Et j'ai l'impression que la Nouvelle-Calédonie, on n'arrive pas à faire percevoir cette dimension parce que systématiquement, la dimension décolonisation vient se surajouter au débat. Oui. Peut-être rebondir d'abord sur votre idée de mieux unifier. En fait, je pense qu'ils s'unifient très bien eux-mêmes et qu'il faut quand même se garder de penser pour eux ou en tout cas veiller à la façon dont les États occidentaux qui sont présents, c'est ce que j'appelle les puissances historiques dans la zone, c'est aussi bien l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni si on compte encore Pitcairn, la façon dont ces puissances communiquent avec les États insulaires. Évidemment, la Chine est devenue un acteur de premier plan dans le Pacifique, mais elle a une stratégie qui est sans doute tout à fait pensée et qu'elle déroule avec des moyens humains, financiers, matériels qui sont considérables. Mais en même temps, la Chine, elle profite aussi des faux pas que peuvent faire les puissances historiques dans la région. Et il me semble qu'il y a quand même des faux pas en termes de communication. Et je ne vise pas uniquement la France, hein. L'Australie, évoquons par exemple la position de l'Australie sur la COP31. Comment faire en sorte que les États insulaires se sentent insultés, dévalorisés et minorés, eh bien, en les squeezant plus ou moins pour finalement organiser cette COP où on déléguait une partie de l'organisation à la Turquie. En fait, le Forum des îles du Pacifique est tout à fait dynamique. C'est une enceinte politique de premier plan dans la région. Et en même temps, effectivement, ce sont des petits États avec des petits moyens. Il n'y a que 3 États qui ont des armées. Mais on peut aussi décider de ne pas simplement les voir comme étant petits,
comme en ne les définissant pas uniquement parce qu'ils ne sont pas. Oui, ce ne sont pas de grands États continentaux, oui, ce ne sont pas des armées, ce ne sont pas des puissances économiques, ce ne sont pas des puissances démographiques. Je pense que tout à chacun, on n'apprécierait pas nécessairement d'être défini parce que l'on n'est pas. Donc faire l'effort de les définir par rapport à la façon dont eux se perçoivent et par rapport à leurs atouts. Mettre l'accent sur les atouts ne revient pas à oublier leur vulnérabilité, bien entendu. Mais le Forum des îles du Pacifique a par exemple témoigné d'une grande force diplomatique lors de la tournée du ministre chinois des Affaires étrangères qui, on peut quand même l'imaginer, a organisé cette tournée dans le Pacifique à un moment qui pouvait sembler très opportun à la Chine. L'Australie était en pleine élection, donc très occupée par des affaires internes. Les États de Micronésie avaient quitté temporairement le forum. Donc quoi de mieux que finalement pousser à ce moment-là un projet de sécurité, d'accord régional avec le forum. Et le forum, les États membres du forum ont repoussé cette idée-là en s'appuyant sur les valeurs océaniennes, à savoir le consensus qui doit primer. Et si on revient au cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué peut-être parfois à admettre dans le cadre d'un fonctionnement démocratique à la française, mais en Océanie, le consensus prime plus que la majorité numérique. Donc, ils ont réussi à renverser, à arrêter finalement ce projet chinois sans froisser des États comme les îles Salomon qui sont très proches de la Chine, en revenant aux fondamentaux d'une façon de faire océanienne, à savoir le consensus, le dialogue. On dialogue jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Chacun doit faire des petits pas. Donc finalement, on arrive à un compromis qui ne satisfait pleinement personne, mais tout le monde finit par y trouver son compte. Et ça montre bien quand même la capacité de réaction des diplomaties océaniennes et des États et gouvernements insulaires, certes petits, mais à un moment donné, arrêter un projet chinois qui aurait pu faire éclater le régionalisme océanien. La question est de savoir combien de temps ils vont pouvoir tenir, évidemment. Et c'est sans doute là que les puissances historiques ont un véritable rôle à jouer, un rôle d'accompagnement et pas un rôle finalement d'injonction. On le voit très bien avec l'Australie. Il y a un certain nombre de décisions australiennes qui sont mal perçues et qui vont être qualifiées de néocoloniales ou de paternalistes par les États membres du Forum du Pacifique. En 2019, le Premier ministre australien arrive avec une enveloppe formidable pour aider les États insulaires à faire face au changement climatique. Et la réponse des États insulaires est de dire « mais écoutez, gardez votre chèque ». À quoi ça nous sert de donner un chèque et en même temps de continuer à extraire du charbon sur votre sol, à continuer à ouvrir des usines fonctionnant au charbon. Donc, soyez cohérents. Et je pense que ce besoin de cohérence, il est vraiment très fort pour des États qui peuvent sembler fragiles à bien des égards, mais pour qui la parole et le respect de la parole donnée est importante. Donc, pour revenir à cette idée d'unification, je pense que peut-être la meilleure façon de les aider à vitaliser davantage le régionalisme océanien, c'est d'être à l'écoute des besoins qui sont les leurs et pas ceux des grandes puissances investies dans la région. Et ces besoins, on les connaît. Ça va être le climat, la gestion de la mer, de la souveraineté en mer, des ressources maritimes, la santé, l'éducation. Voilà, donc... Et c'est sans doute quelque chose d'assez complexe, notamment pour la France qui a des moyens contraints, et face à une Chine qui peut envoyer un navire hôpital dans la zone, tout en investissant dans des infrastructures de grande ampleur. Donc peut-être faudrait-il davantage cibler
les aides ou en tout cas les projets qui sont soutenus par des fonds français ou européens. C'est des choses que l'on entend parfois quand on discute avec les interlocuteurs, quand on leur fait la liste des projets qui peuvent être soutenus. Oui, la liste est importante, mais on a une impression de saupoudrage. Et là où la Chine va arriver, va vous construire une piscine olympique parce qu'il y en a besoin pour les Jeux du Pacifique. Donc il ne s'agit pas de construire des piscines olympiques, mais peut-être de trouver des champs d'action qui répondent réellement à des besoins locaux des insulaires. Et par exemple, tous les métiers qui ont trait à la mer, à la marine, à la gestion des patrouilleurs, etc., pourraient être une opportunité à développer, par exemple. Est-ce que l'AFD joue justement ce rôle vis-à-vis de ces petits États? Est-ce que l'AFD joue ce rôle justement vis-à-vis de ces États voisins qui répondent, parce que l'AFD a les moyens, ô combien, d'apporter, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation. Oui, l'AFD, alors il faudrait en discuter avec l'AFD, c'est pas forcément quelque chose que j'ai étudié dans le détail, mais l'AFD a des projets qui sont à la fois très ciblés et en même temps nombreux. Au Vanuatu, par exemple, mais pas seulement. Il y a des efforts qui sont portés ces dernières années pour valoriser, en fait, pour développer des projets qui répondent aux besoins des insulaires. Parfois, l'AFD, d'ailleurs, soutient des projets qui sont assez équivalents à ce que pourrait soutenir la communauté du Pacifique. C'est vrai que la communauté du Pacifique, on en parle beaucoup moins que le Forum parce que ce n'est pas une enceinte politique, mais c'est quand même une enceinte régionale qui est dans le concret de la vie des insulaires. Et peut-être valoriser aussi davantage ce que fait la communauté du Pacifique, le rôle que les collectivités ou la France peuvent jouer au sein de la CPS, en termes d'image, en tout cas, pourrait porter quelques fruits. Merci. Alors, juste quelques questions complémentaires par rapport à ce qu'on évoquait. D'abord, revenir d'un mot sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, je n'ai pas répondu sur la Calédonie. Non, mais voilà, sur la Calédonie. Et l'idée de ce qui était, on va dire, sans rentrer dans l'actualité, je vais faire plus simple, ce qui serait une sorte d'État associé, est-ce qu'on considérait, quand on est au Forum des îles Pacifiques, je ne parle pas du fer de lance, qui est une autre question. En tout cas, pour le Forum, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait, là, démontrer qu'on est bien du Pacifique et non pas dans le Pacifique? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est peut-être nous dire un mot, si vous pouvez, ou si vous l'avez étudié, sur... on parlait d'intégration, mais l'intégration générale, j'ai envie de dire des territoires français entre eux. Ça peut être aussi intéressant. Troisième élément, la politique, c'est souvent des symboles. Et je ne vais pas regarder, mais est-ce qu'il serait par exemple intéressant que des ambassadeurs de France dans des îles insulaires soient issus notamment de territoires type de la Calédonie, de la Polynésie. Et puis, je termine par exemple. Je donne un exemple parce que j'en ai souvent... moi, j'avais fait un rapport il y a quelques années sur notamment l'Indo-Pacifique. C'est vrai qu'on nous donnait toujours le même exemple, souvent. C'était l'accord commercial bloqué depuis des années entre la Calédonie et le Vanuatu, puisqu'il faut que Paris soit d'accord. Et nous avions proposé à l'époque, avec notamment avec d'autres, qui dire peut-être que déjà dans les soit on donne la compétence à la Calédonie, ou au minimum déjà, dire qu'on se met d'accord avant entre les deux délégations quand elles négocient, parce que c'est pour éviter le blocage. Donc voilà trois questions, et puis peut-être aussi un élément d'éclairage, parce que l'histoire de cet accord commercial avec le Vanuatu illustre beaucoup, en fait, à la fois de la méthode, de la conception, et un peu, je pense, de comment des éléments à débloquer, ce que je disais tout à l'heure, entre le fait de dire France ou plus. Oui, puis c'est ce que j'évoquais, enfin c'est ce genre de choses que je souhaitais évoquer quand je parlais de fluidité aussi entre les ministères, c'est-à-dire que on entend régulièrement des histoires de ce type-là. Alors évidemment, ça a mis beaucoup de temps et beaucoup trop de temps, mais plus globalement, il y a parfois des choses assez étonnantes de gens qui, sur le terrain, vous expliquez que
tel État a demandé à un ambassadeur ou à un représentant de la France qui passait par là s'il serait possible d'obtenir, je ne sais pas, un appareil de radiologie, une ambulance ou quelque chose de ce type-là, pas un appareil flambant neuf, hein, mais quelque chose qui ne serait plus utilisé par la France. Et puis, donc, on fait remonter l'information, ça passe par un ministère, puis par un deuxième ministère, et puis les ministères réfléchissent, et puis ensuite, ils font redescendre l'information, et quand enfin, 18 mois plus tard, la personne sur place dit « c'est bon, j'ai obtenu l'accord », on vous dit Taïwan nous a déjà fourni, ils ont été plus rapides, ou le Japon, ou la Corée. Voilà. Donc, il y a quand même le fait que le passage par Paris fait perdre beaucoup de temps. Et là, c'est une donnée historique. Je fais ça avec mes étudiants quand on fait des incursions dans l'histoire coloniale, où je leur montre les échanges de lettres entre le ministère des colonies et le Quai d'Orsay au XIXe siècle pour régler une situation, et qui prend 36 mois, plus le temps du bateau. Enfin voilà, donc il faudrait sans doute trouver une façon beaucoup plus efficace d'agir, et des façons plus efficaces pourraient donner plus de liberté finalement aux collectivités locales dans la signature possible d'accords avec les voisins, ou alors d'envoyer sur place des fonctionnaires qui seraient affectés en Nouvelle-Calédonie, fonctionnaires des affaires étrangères par exemple, qui seraient affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pour accélérer le processus. L'idée d'avoir des ambassadeurs océaniens me semble aussi tout à fait pertinente. C'est-à-dire que si on veut reconnaître un degré de souveraineté et de compétence à ces collectivités, faudrait-il encore que ça passe par les personnes qui occupent des fonctions de premier plan, à la fois à l'intérieur de ces territoires et puis dans les fonctions de représentation. C'est quelque chose qui avait été fait par le gouvernement Chirac lorsqu'il avait nommé Gaston Floss, enfin, c'est pas des ambassadeurs évidemment, mais Gaston Floss, ministre chargé de la représentation de la France, enfin de l'image de la France dans le Pacifique. En même temps, voilà, ce secrétariat d'État est une histoire assez intéressante à étudier, mais on voit bien aussi que les liens interpersonnels, le fait de partager une culture commune peut parfois aider. Je fais ce détour par Gaston Floss plus par amusement qu'autre chose, mais de dire qu'effectivement, former des hauts fonctionnaires, former des diplomates issus de ces territoires, pas nécessairement pour agir dans ces territoires, mais peut-être pour agir, représenter la France dans le monde, y compris aussi dans d'autres bassins, dans d'autres outre-mer, serait quand même aussi un moyen de montrer leur valeur et leur importance. La notion d'État associé fonctionne tout à fait dans le Pacifique. Les îles Cook sont un État associé à la Nouvelle-Zélande, et personne ne va vous dire en Océanie que les îles Cook sont une dépendance coloniale de la Nouvelle-Zélande. Les îles Cook, d'ailleurs, en ce moment, essayent de pousser aussi leur souveraineté, hein, en essayant d'obtenir plus de représentation, notamment aux Nations Unies, etc. Mais l'idée de territoire associé me semble tout à fait pertinente, mais là encore, l'idée est un petit peu plombée côté français par l'histoire, par le plan Pisani de 1985 qui préconisait une indépendance association pour la Nouvelle-Calédonie, et par le fait que cet État associé, il sonne quand même indépendance association, il rappelle des événements tragiques en Nouvelle-Calédonie, le fait que c'est une idée qui a peut-être été davantage pensée de façon verticale par Paris ou par un fonctionnaire. Je ne sais pas, mais je pense par exemple que l'État associé aurait été une très bonne idée avant les référendums. Là, on se retrouve dans une situation où comment maintenant revenir au dialogue ? Vous parliez tout à l'heure du déséquilibre évident entre les communautés. Pour les observateurs de la Nouvelle-Calédonie, cet éclatement de violence est inédit dans sa puissance, mais en tout cas, il n'a pas particulièrement étonné les gens qui suivent l'actualité de la Nouvelle-Calédonie, les chercheurs qui travaillent sur cette région.
et sans doute que là, on est reparti quand même, le territoire est reparti en arrière, et il va falloir renouer en dialogue. C'est compliqué, et en même temps, il y a quand même une donnée incontournable dans l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie, c'est que si vous ne prenez pas en compte la volonté des Kanaks, indépendantistes ou non indépendantistes, il y a aussi des indépendantistes kanaks qui votent plus par adhésion identitaire, qui a une réelle volonté de rupture avec la France. Avant les référendums, les indépendantistes kanaks parlaient de souveraineté, et ils étaient plutôt dans une idée de souveraineté partagée avec la France, où on récupère notre souveraineté, on met fin à la symétrie coloniale, en tout cas ouverte par la prise de possession en 1853, et puis ensuite on fait le choix de s'allier volontairement avec la France. Si cette idée n'a pas fonctionné, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un déficit de confiance. On a pu l'entendre. Qu'est-ce qui nous dit qu'une fois la souveraineté recouvrée, ils vont bien s'allier avec la France et pas avec la Chine ou pas, voilà. Donc il y a quand même des blocages locaux entre blocages économiques, politiques entre les communautés qui permettent pas toujours de dépasser ce manque de confiance. Mais la donne, elle est celle-ci, quel que soit le poids démographique de la population kanak. Le peuple kanak est autochtone, premier habitant du territoire, et on ne peut pas construire un accord sans le convier à la table des négociations ou en ne prenant pas en compte ces demandes. Et donc, ça place la France dans une situation, l'État français dans une situation de tension, de ligne de crête entre on va dire, les non-indépendantistes et les indépendantistes, mais ça a été toute la force des accords, du temps des accords. Cette force, ça a été de dire la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être un sujet de débat politique entre les partis métropolitains. Il faut que l'État soit impartial. Et très clairement, à partir du moment où des coups de canif ont été portés dans cette impartialité, ça demande de reconstruire une confiance qui a été déjà difficile à obtenir de part et d'autre. Et on revient au point de départ. Il y a un historien néo-zélandais qui parle de spectre de la violence et qui explique que les sociétés coloniales, et il parle notamment là précisément de la Nouvelle-Calédonie, les communautés se construisent l'une contre l'autre depuis des générations et que on transmet cette peur de l'autre et que c'est très compliqué de la dépasser. Oui, on pourrait dire que c'est en train d'être importé sur le territoire métropolitain, mais ça, c'est un autre sujet. Et quelle appréciation portez-vous sur les accords de Bougival? Est-ce que vous pensez que... C'est un projet. Comment vous voyez voilà, sur Bougival, on va dire. Est-ce que c'est un début de solution ou bien est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est... Alors, je ne vais peut-être pas faire un aparté trop long sur Bougival, mais il me semble que, là encore, il y a un certain nombre d'éléments dans ce qui a été négocié depuis quelques mois qui auraient pu faire consensus avant le troisième référendum, avant tout ce qui s'est produit en maintenant ce troisième référendum, qui a une validité légale, mais qui symboliquement et n'a pas de... comment dire, politiquement, ça n'a pas de sens quand une partie importante de la population et du peuple autochtone ne se prononce pas. Oui, ce référendum, il a eu lieu, il a des résultats, mais la portée politique, elle est quand même peu présente, peu importante. Et c'est bien ça, toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ces accords, dans ces textes, qui auraient pu donner lieu à dialogue, consensus, compromis avant le consensus évidemment, dans le temps des accords où on en était quand même à une position de dialogue de l'ensemble à peu près des acteurs. Là maintenant, à partir du moment où il s'est passé ce qui s'est passé, qu'il y a un passage en force et que la position de l'État en tant qu'arbitre impartial a éclaté pour une partie de la population kanak, ça semble assez, de mon point de vue, mal engagé. Donc ça revient finalement malheureusement à un constat qu'on fait souvent quand on travaille sur les Outre-mer, c'est-à-dire que la France, elle court après l'événement, elle réagit à l'événement, elle joue aux pompiers en fait, et au lieu... Alors, très facile de dire ça de mon point de vue de chercheuse, je ne suis pas haut fonctionnaire, mais elle n'anticipe pas suffisamment les tensions.
et parce que très sincèrement, on oublie beaucoup les Outre-mer. Si on imagine que ce qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie en 2024 se soit produit sur le territoire métropolitain, je pense qu'on en parlerait encore quasiment toutes les semaines aux journaux télévisés, tellement l'impact social, économique, traumatique est fort. Plus personne ne parle vraiment de la Nouvelle-Calédonie dans les actualités, ou alors parce qu'il y a une délégation, parce qu'il y a des discussions au Parlement. Mais voilà, cette position relativement marginale, excentrée, fait que dans les esprits, en tout cas, la Nouvelle-Calédonie n'est pas une priorité pour la population française moyenne. Je m'égare un petit peu en disant ça, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, sur cette idée qu'on le constate là aussi, il faudrait être proactif plutôt que jouer aux pompiers. Une fois que le feu est allumé, c'est toujours plus difficile de le contenir qu'en étayant avant ce qui peut s'embraser. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la présidente puisqu'on termine notre audition. Micheline. Merci. Et c'est vrai que nous terminons, je suis tout à fait en phase avec vous, madame, sur votre concernant la Nouvelle-Calédonie. On joue aux pompiers pyromanes et cela voit aussi le manque de culture des Outre-mer. J'ai toujours dit que le problème calédonien, c'était un problème national situé en Outre-mer. C'est la raison pour laquelle le président du Sénat porte un attachement spécifique à la Nouvelle-Calédonie, mais il faut aussi être conscient, il y a eu, et je suis d'accord avec vous, il y a eu beaucoup de maladresse et l'État n'a pas été impartial. Et il y a vraiment une rupture de confiance qu'il faudra retravailler petit à petit, mais qui, à mon sens, prendra beaucoup de temps. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Et vraiment, j'ai beaucoup appris aussi. Nous restons à votre disposition pour tous les éléments que vous pouvez envoyer par écrit à la délégation. Merci à vous. Merci. Oui, parce qu'il est vrai que l'idée d'un rapport comme le nôtre, c'est des propositions. Donc, on a eu l'audition aujourd'hui. Si vous avez des propositions à nous faire, allons-y. Nous sommes très heureux. Et encore une fois, je salue à nouveau l'excellent ouvrage que vous avez commis. Oh, merci. C'est de très grande qualité, notamment sur la question institutionnelle. On voit bien les choses à ce qu'on pourrait imaginer pour notre vision de l'outre-mer, notamment dans le Pacifique. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier encore une nouvelle fois. Est-ce que vous m'autorisez une question? Une question? Oui. Allez-y. C'est moi qui ai une question. Je lis avec beaucoup d'intérêt les rapports parlementaires qui sont faits. J'ai lu celui sur le bassin réunionnais, enfin sur le bassin indien, pardon, et puis sur l'Atlantique. Pour ça, je me posais un petit peu la question de ce que je pouvais amener à cette audition, parce que je me sens relativement en phase avec ces propositions. Je pense qu'un certain nombre de chercheurs en histoire politique, en histoire des Outre-mer vous lisent et s'étonnent un petit peu que les recommandations n'aient pas toujours d'effet. Est-ce que comment on peut expliquer ça? Ces rapports sont d'une très grande qualité, honnêtement. Alors, les rapports du Sénat sont vraiment d'une très grande qualité, ils sont agréables à lire. Vous n'avez pas encore lu celui-ci. Pas celui-ci, qui va parachever l'œuvre géniale coordonnée par Christian Cambon. Non, enfin, moi, je veux donner juste mon perception. C'est que c'est vrai que. Après, il y a la question de la séparation de pouvoir. Et ma vocation, mon approche, il y a la séparation de pouvoir. Et c'est vrai que le Parlement est un Parlement, on va dire, rationalisé, comme dirait l'autre. Et bien souvent, on a beaucoup de préconisations, mais on a assez peu de moyens, d'ailleurs, d'aller beaucoup plus loin dans les textes de loi. Et donc, il faudrait que parfois les gouvernants, je parle des gouvernements, puissent nous entendre et mieux suivre nos recommandations. Et si on prenait la question calédonienne pour ne pas aller beaucoup plus loin, malheureusement, depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'accord qui a permis un consensus et des avancées. Et c'est vrai qu'il serait bien que certains nous lisent plus et surtout les mettre en application. Mais en dehors des textes de loi, on peut imaginer qu'à partir du moment où les Outre-mer sont présentés comme centraux dans la stratégie Indo-Pacifique, il puisse y avoir une mobilisation des élus pour faire pression. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pour que, les rapports soient un petit peu plus... la délégation, mais c'est comme quoi, on est heureux que vous puissiez nous dire que vous les lisez, qu'ils sont de qualité, et nous pousser à plus agir. Et d'ailleurs, si vous avez là aussi des propositions à nous faire, nous sommes
nous sommes preneurs. Et je vais peut-être laisser la parole sur ces rapports à la présidente, parce que c'est elle qui, quand même, coordonne tout cela. Merci pour vos propos. Il est vrai que nos rapports sont de plus en plus commencent à être suivis, notamment par le ministère des Outre-mer et par le passé. Dans le cadre du SIOM, un certain nombre de mesures avaient été reprises. Peut-être pas assez, pas suffisamment. On a aussi eu quelques mesures qui ont été reprises dans certains projets de loi, notamment le projet de loi Valls sur la vie chère. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut aussi avoir ne pas baisser les bras et les présenter et les soutenir avec beaucoup, on va dire, de force et de vigueur. Mais je vous rejoins parfaitement. Quand je prends le cadre du rapport qu'avait produit la délégation sous la présidence de Michel Magras sur les normes dans le BTP, qui avait eu lieu en 2015, ce n'est qu'en 2024 que se sont réalisées les assises de la construction durable d'outre-mer, grâce à une certaine ténacité aussi. C'était une recommandation du rapport de Michel Magras et nous avions aussi valorisé tout ce qui avait été mis en place en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, dans le cadre de la coopération, on n'a pas évoqué la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande sur le test des matériaux, par exemple. Il y a vraiment un travail très intéressant en matière de construction qui a été fait et qui devrait servir d'exemple. Donc, nous poursuivons nos travaux. Les Outre-mer, nous voulons changer le visage et le regard que l'on porte sur les territoires ultramarins, par notamment les travaux aussi que nous menons en parallèle sur toutes les filières d'excellence dont Vivette Lopez, si elle est toujours présente, est aussi rapporteur. Donc, c'est changer le regard et mieux comprendre le fonctionnement des Outre-mer, parce que c'est un vrai sujet. Et puis, Micheline Jacques, ministre de l'Outre-mer, ça pourrait donner cette continuité nécessaire. Bon, merci beaucoup encore une fois pour cette audition. À très bientôt. Merci, au revoir.